Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez si on peut dire. On entreprend pour la deuxième année de suite avec Thomas Binet. Bonjour à vous mon cher Thomas. Avec plaisir, bonjour Jean-Marie. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Grand Matin Week-end avec vous, à la fois pour parler investissement, ce sera le cas dans 10 minutes, et pour parler entrepreneuriat. Au programme aujourd'hui. Eh bien on va commencer avec la saga de la marque Evian et on va recevoir notre grand témoin Vincent Klingbeil, cofondateur d'EDG, multispécialiste sur tous les métiers du digital. On va parler entrepreneuriat digital et management et on finira avec une chronique sur comment financer son projet entrepreneurial. Ah oui, ça peut servir par les temps qui courent. Tout de suite, c'est parti mon cher Thomas. On commence comme vous l'aviez dit par la saga de la semaine. Vous allez en partenariat avec le magazine Entreprendre nous présenter cette marque très célèbre qui a su s'imposer dans le monde entier, celle de la pub avec les bébés. Ce sont les bouteilles d'eau Evian. Ah, vous avez déjà commencé à expliquer ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave, on va commencer d'enfance. Mais on va recommencer quand même en 1789, là j'ai remonté beaucoup plus loin, au cœur des Alpes françaises à Évian-les-Bains. C'est là qu'un certain marquis de Lesser, souffrant de problèmes rénaux, découvre une source naturelle d'eau. Il commence à en boire régulièrement et surprise, ses problèmes de santé s'améliorent. Alors rapidement, la nouvelle se répand et les bienfaits de cette eau attirent de plus en plus de curieux. En 1826, on commence à embouteiller l'eau d'Évian pour la vendre. Au départ, elle est surtout prisée par l'aristocratie et la bourgeoisie qui croient en ses vertus curatives. Puis en 1878, l'eau d'Évian reçoit officiellement le statut d'eau minérale, ce qui contribue à renforcer sa réputation. Elle devient synonyme de pureté et de bien-être. Et ce qui fait une sacrée ascension pour une toute petite source dans les Alpes. Oui, et cette ascension ne s'arrête pas là. Dans les années 60, Evian décide de moderniser son image. C'est à cette époque qu'ils introduisent les fameuses bouteilles en plastique plus légères et plus pratiques. Cette innovation leur permet de toucher un public beaucoup plus large et de se lancer à l'international. Aujourd'hui, Evian est présente dans plus de 140 pays et la marque continue d'innover avec des campagnes marketing mémorables, vous avez commencé à en parler, comme celle des bébés danseurs qui ont marqué aussi les esprits. Mais oui, ils faisaient de la natation synchronisée, les bébés dans la piscine. Il y a eu plusieurs épisodes. Il y en a eu plein, exactement. Mais alors Thomas, qu'est-ce que vous diriez que représente Evian aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est plus qu'une marque d'eau, Evian. Elle incarne la nature, la santé et la jeunesse. Elle nous rappelle l'importance de l'hydratation et de prendre soin de soi, tout en restant fidèle à ses racines, là-bas dans les Alpes. C'est cette combinaison d'histoire, de qualité, d'innovation qui fait qu'Evian reste une marque iconique. Bon, écoutez, vous m'avez donné soif, c'est déjà ça. Tout de suite, mon cher Thomas, on accueille le témoin de la semaine, c'est votre invité, Vincent Klingbeil. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, vous êtes le cofondateur d'European Digital Group, EDG. C'est un groupe qui est multispécialiste de l'accélération digitale des entreprises. Vous êtes donc l'invité de Thomas Binet. On va s'intéresser dans un instant au digital et à votre parcours. Mais juste avant, pour nos auditeurs, EDG, c'est quoi ? EDG, c'est un groupe qui accompagne ses clients dans leur transformation, leur accélération digitale, data et IA. Le groupe est composé d'ultra spécialistes dans tous les leviers de l'accélération digitale, c'est-à-dire que sur chaque levier, on a une société qui est spécialisée sur une problématique. Contrairement à d'autres qui sont plus généralistes, nous, ce qu'on a constaté, c'est que le client est de plus en plus mature, de plus en plus expert, et donc il a besoin de spécialistes sur chacun des leviers pour l'accompagner. Donc que ce soit sur la cybersécurité, la performance marketing, le digital content, sur chaque levier, on a des ultra spécialistes. Alors, ce que vous avez créé, c'est ce qu'on appelle un build-up dans les métiers. Un groupe qui s'est composé qui a grossi d'une part avec une croissance externe assez soutenue, mais également une croissance interne en moyenne de 27% et beaucoup de croissance externe également. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien ce que vous représentez, vous pesez aujourd'hui 280 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1500 collaborateurs, dont 20% de ces collaborateurs sont actionnaires et vous visez, c'est ce que vous avez annoncé d'ailleurs dans la presse, à renfort de communiqué, que vous visez le milliard d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans. Et pour cela, vous avez ouvert votre capital pour vous aider dans cette croissance. Effectivement, on a fait 280 millions d'euros l'année dernière et on va faire 380 millions cette année sur 2024. Et effectivement, on a monté ce groupe avec un fonds de private equity, donc avec le fonds Montefiore. Donc on a lancé ce projet il y a 5 ans et on vient de faire entrer il y a moins de 6 mois un deuxième actionnaire, le fonds de private equity Latour Capital. Donc aujourd'hui, notre capital est composé de 2 fonds de private equity et ensuite tous les entrepreneurs.
Et chacun à hauteur de 30%, les fonds, hein, si je ne me trompe pas, ce que j'ai lu en tout cas. C'est ça. Donc les fonds sont majoritaires et nous, tous les entrepreneurs, on a le reste. Alors, vous voulez faire une croissance rapide, c'est ce que vous nous expliquez. Mais du coup, c'est le groupe que vous avez créé. Et là, vous vous retrouvez un peu minoritaire dans ce format. Comment on passe de ce statut de je décide de tout et là forcément il faut que je m'ouvre aux autres parce que c'est une façon de gérer. C'est pas parce qu'on a des fonds de private equity au capital qu'on ne décide pas. Ils sont là pour nous aider, ils sont très bienveillants. Nous, d'ailleurs, Montefiore ont remis au capital, ce qui prouve que ils nous suivent et si on a accepté aussi qu'ils restent avec nous, c'est parce qu'on s'entend très bien avec eux et qu'ils aident énormément. Après, effectivement, les entrepreneurs, on n'est pas majoritaire, mais la contrepartie, c'est qu'on a pu avoir une hyper croissance très rapide et parfois il vaut mieux partir avec beaucoup de fonds et connaître une énorme croissance. Sinon, pour monter un groupe comme European Digital Group sans fonds, de zéro, j'aurais mis peut-être 40 ans. Alors que là, on a réussi en 5 ans de passer à zéro à plus de 2000 collaborateurs. Alors on va s'intéresser un peu à vous et à votre parcours. À l'origine, vous êtes avocat d'affaires. Du coup, rien ne vous prédestinait à passer de l'autre côté de la barrière. Vous étiez plutôt dans un schéma de conseiller. Alors moi en formation j'avais fait droit et école de commerce, donc j'aimais les deux. J'aimais les deux. Après j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat d'affaires, mais j'étais vraiment très malheureux je travaillais pour un gros cabinet américain. J'étais très malheureux et à ce moment-là je me suis dit il faut pas que je reste trop longtemps dans un métier où je suis malheureux. Donc s'il faut prendre une décision, c'est maintenant parce qu'après il y a tout le confort qui s'installe, tout ça. Et donc du coup j'ai pris la décision de tout quitter pour monter une start-up. Vous la lancez et pourtant c'est un échec. C'est un énorme échec qui a été très douloureux. J'ai été ruiné, j'ai perdu tout ce que j'avais, retourné vivre chez mes parents et maintenant, quelques années après, je me dis que sans cet échec douloureux, j'aurais jamais eu les réussites d'après. Et vous dites même d'ailleurs, je vais vous citer, vous dites que l'échec est un impôt à payer qui vous ouvre la voie de la réussite. C'est votre expression. Ouais, moi, mon constat, en tout cas, je connais beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai observé énormément, c'est que dans les entrepreneurs à succès, pour moi, il y a 99% d'entre eux qui ont énormément galéré avant d'y arriver. Et il y a 1% qui, très chanceux, lance un projet et le projet explose tout de suite. Et moi, je fais partie des 99% qui ont charbonné, qui ont beaucoup travaillé, qui ont connu beaucoup de difficultés. Et à la fin, ça a fonctionné. Mais c'est très important ce que vous dites pour ceux qui nous écoutent et qui sont des entrepreneurs en herbe. Faut pas croire que c'est simple. Faut pas croire qu'on arrive tout de suite. Faut pas croire que ça va se faire en 2 minutes. Qu'on travaille beaucoup, c'est beaucoup d'heures, beaucoup consacré. Qu'on sacrifie énormément de choses aussi. C'est vrai que moi, j'ai un terme, c'est un peu un buzzword, c'est que moi je constate que la nouvelle génération, je l'appelle un peu la génération jackpot, c'est la génération qui veut devenir multimillionnaire en 2 ans. C'est-à-dire ils veulent sortir leur boîte et ils veulent qu'en 2 ans devenir tout cartonné. Mais dans les faits, 99% des grosses réussites, elle se fait sur 10 ans, 15 ans, 20 ans d'acharnement et avec beaucoup d'échecs. Et parce que aujourd'hui, avec le digital, il y a certaines startups qui peuvent émerger et cartonner très rapidement, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui pensent que c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Pas du tout. L'entrepreneuriat, c'est la résilience, c'est la détermination et la patience et c'est attendre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai fait 7 échecs et après, j'ai eu la chance de faire 2 succès après cet échec. Alors, vous prenez le management de la bonne humeur. J'ai lu ça aussi à votre endroit. C'est quoi le management de la bonne humeur ? Le management de la bonne humeur, le feel good management, c'est en fait, il faut faire aussi un management qui est en conformité avec sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un de très exigeant avec mes équipes. J'attends énormément d'eux, mais de très bienveillant. Et c'est ça, en fait, la façon dont on fonctionne chez EDG. Et c'est aussi la façon dont fonctionnent les fonds de private equity avec nous. Ils sont très exigeants. Nos objectifs sont très élevés. Il y a beaucoup d'exigences sur le formalisme, sur la rigueur, sur les performances, mais avec beaucoup de bienveillance. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, le partage de la valeur est aussi important chez EDG, puisqu'il y a beaucoup d'actionnaires. On a beaucoup partagé le capital et c'est ce qui a fait le succès, puisque tout le monde est embarqué. Nous sommes tous associés dans cette aventure. Ma dernière question pour vous ce dimanche matin. Si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur en herbe qui nous écoute, après tout ce que vous avez vécu, entre l'échec, il y en a eu un, et les réussites, il y en a eu plusieurs, vous pourriez leur dire quoi en 1 ou 2 mots ? Pour moi, un entrepreneur doit être toujours optimiste, parce que les stats sont pas avec l'entrepreneur. Il n'y a pas une chance sur 2 ou même pas une chance sur 3 de vraiment réussir. Donc, il faut être très optimiste, toujours, parce que il y a beaucoup
de personnes qui peuvent vous dire, moi par exemple quand j'ai quitté le monde des avocats, on m'a dit mais t'es fou, t'es avocat d'affaires, tu gagnes très bien ta vie, t'as fait 10 ans d'études et tu quittes tout pour monter un projet entrepreneurial, ça. Donc essayez de se détourner du regard des autres, d'être très optimiste, c'est vraiment important. Et après, il y a quelque chose qu'il faut intégrer quand on est entrepreneur et qui est compliqué et c'est très important de l'intégrer, c'est d'accepter la peur du vide. C'est-à-dire quand on lance sa start-up, quand on lance son entreprise, on ne sait pas où on sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et il faut être capable de vivre avec ça. Et si on n'est pas capable de vivre avec ça, c'est compliqué. Vous reviendrez dans Oser Entreprendre à un autre moment, on en parlera et on parlera aussi de l'avenir de votre groupe qui est en train de se développer très fortement. Merci à vous. Merci et bravo Vincent Klingbeil pour ce rebond quand même. Une belle leçon de vie et malgré tout sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de DG. Tout de suite, la suite. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Enfin, je vous dis la suite, j'aurais dû dire la base. Après tout, on commence par les essentiels de l'entrepreneuriat pour se lancer, mon cher Thomas. On parle souvent du financement comme d'un défi majeur pour les entrepreneurs. Est-ce que, Thomas, vous pouvez nous expliquer comment un entrepreneur peut concrètement trouver les fonds nécessaires pour se lancer? Trouver le bon financement, Jean-Marie, c'est souvent une quête, un parcours plein de surprises et de rebondissements. Le premier réflexe, c'est d'abord l'autofinancement. Beaucoup d'entrepreneurs utilisent leurs économies personnelles pour lancer leur projet. Cela montre qu'ils croient en leur idée. Après l'autofinancement, beaucoup se tournent vers le love money, c'est-à-dire l'aide financière des proches, comme la famille et les amis. Et l'argent de poche, ou presque, en tout cas un cadeau. Alors, lorsqu'on a épuisé toutes ces options personnelles et familiales, on fait quoi? À ce stade, il est temps de chercher des financements externes. Les business angels, par exemple, sont des investisseurs privés qui apportent à la fois des fonds et de l'expertise. Il y a aussi les prêts bancaires, mais pour cela, il faut préparer un solide dossier financier et avoir de bonnes garanties. Et pour ceux qui ne veulent pas passer par les banques ou les investisseurs privés, vous recommandez quoi? Il y a le crowdfunding, le financement participatif, qui est une alternative. Vous présentez votre projet sur une plateforme en ligne et les gens peuvent contribuer financièrement. Cela permet non seulement de lever des fonds, mais aussi de tester la popularité de son idée et de créer une communauté autour de son projet. Enfin, il ne faut pas oublier les subventions et les concours d'entrepreneuriat qui peuvent offrir des fonds sans nécessiter un remboursement. Et en conclusion, Thomas, le meilleur conseil que vous pourriez donner à un entrepreneur? Mon meilleur conseil, je pense, serait de bien préparer son projet et de savoir le vendre, que ce soit à des investisseurs, des banques, à des contributeurs en ligne. Il faut raconter une histoire convaincante, montrer que vous êtes passionné, optimiste, comme le disait notre invité, bien informé et prêt à tout donner pour que votre projet réussisse. Ce sera déjà ça. Merci à vous, Thomas Binet. Et restez dans les parages, parce qu'on vous retrouve dans quelques instants. On va parler d'investissement. Une fois qu'on aura gagné de l'argent, autant le placer. On va parler de quoi aujourd'hui? Investissement dans l'immobilier neuf. À tout de suite sur Sud Radio.